ça, retenez cette phrase, je vous en supplie. Soyez à l'écoute, quitte à faire votre petit chemin de votre côté, mais ne minimisez jamais si jamais la victime arrive à poser des mots. Je vous en supplie, dites ok, je te crois. T'as bien fait de m'en parler. C'est pas de ta faute. Voilà. Y a rien qui justifie la violence, jamais. Donc c'est des phrases qu'on entend souvent et voilà, mais c'est important de les redire ici. C'est super important quoi. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Chose Étrange, le podcast où on essaie de parler de sexualité, de relations intimes, amoureuses, amicales, sans tabou, et on peut se dire un petit peu tout. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. C'est un épisode qui est assez particulier parce qu'on va aborder un sujet qui est loin d'être facile et pourtant terriblement d'actualité. On parle de plus en plus de violence conjugale, mais on n'a peut-être pas toujours conscience de ce que ce terme veut dire, qu'est-ce qu'il indique. Et puis surtout, parfois, on a un peu l'impression que ça concerne que les autres, que ça nous arrivera jamais, ni à soi, ni aux personnes de son entourage, que c'est quelque chose qui est loin de nous. Et pourtant, les violences conjugales sont malheureusement extrêmement fréquentes. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui commettent des violences et qui sont de plus en plus nombreuses. Selon l'OMS, typiquement, une femme de moins de 25 ans sur 4 a vécu des violences physiques ou sexuelles par son conjoint ou ex-conjoint. Donc ça, c'est une stat qui est mondiale. C'est important aussi de vous la donner aujourd'hui parce que ces violences conjugales, parfois, on a la croyance de se dire que ça arrive non seulement qu'aux autres, mais en plus à des couples. Donc, qui dit couple, dit des couples installés, des couples plus vieux. Et malheureusement, on peut constater que ça concerne aussi les jeunes et les jeunes couples. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et on peut être très démuni quand on rencontre quelqu'un qui subit des violences. Aujourd'hui, on avait envie de prendre l'épisode avec Capucine que je vais présenter sous cet angle-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin d'une personne qui subit des violences dans son couple? Comment on peut l'accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider et pour l'accompagner sur cette période-là? Donc aujourd'hui, je suis trop contente de recevoir avec moi Capucine du compte Over the Rainbow. Je suis trop contente parce que déjà, je suis une grande fan de ton compte et de ton travail. Tu fais tu fais un énorme boulot d'information sur les sujets féministes et pas que, sur les sujets LGBT, et tu fais beaucoup de vulgarisation. C'est un boulot titanesque que tu fais. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Donc ceux qui ne te connaissent pas et celles qui ne te connaissent pas, je les invite déjà à découvrir ton compte. Et puis ceux qui te connaissent, ouais, à nouveau, c'est vraiment un boulot énorme que tu fais. Et tu parles notamment aussi des violences conjugales, non seulement parce que tu les as vécues toi-même, et aussi parce que tu as décrypté, tu as beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Donc merci beaucoup d'être avec nous, Capucine. Merci à toi pour tous tes compliments et pour ton invitation. Je suis très contente d'être là. On s'envoie un peu de love avant de commencer la conversation. Ça fait toujours sur plaisir. Ce sujet-là, on a envie de s'envoyer un peu de love. Et puis, on n'est pas seul, évidemment. On a 3 personnes avec nous. Je vous propose peut-être de vous présenter déjà rapidement votre prénom, votre âge et puis le pronom que vous souhaitez qu'on utilise dans cette conversation, avant qu'on commence la conversation. Qui se lance? L'honneur aux femmes, je vois. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis donc Manon Le Félix. Donc, j'ai 22 ans et mon pronom, ce serait donc elle. Merci Manon. Bonjour tout le monde, moi c'est Pacôme, j'ai 18 ans et mon pronom ce serait plutôt il. Ok. Moi je m'appelle Malo, j'ai 23 ans et mon pronom ce serait il aussi. Merci beaucoup à tous les 3 d'être là avec nous. Avant de lancer la conversation sur les violences pures, on prend le prisme de si ça arrive à quelqu'un de notre entourage, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, j'ai envie de poser une question sur votre statut de pote, d'amis. Vous, dans un groupe d'amis, vous avez un peu quel rôle? Souvent, on se met malgré nous dans un rôle. Est-ce que vous êtes celui ou celle qui fait marrer tout le monde? Est-ce que vous êtes plutôt le médiateur ou la médiatrice, celui qui organise les événements? Vous avez quoi comme qu'est-ce que vous définirez comme rôle dans votre groupe d'amis, de potes? Moi, je serais plutôt truc un peu de légèreté, un peu de désamorcer les conflits, mais savoir quand ils sont importants aussi, quoi. Enfin, les conflits qu'on peut désamorcer, il y en a certains où il faut mettre un terme à la relation, tout comme ça, mais ouais, j'essaie de
de désamorcer toutes les situations un peu tendues, trucs comme ça, faire parler les gens entre eux, trucs comme ça. Donc plutôt médiateur, quoi. Plutôt médiateur, ouais. Ok. Malo médiateur. Moi, je pense que je suis plutôt l'atout comique, celui qui est en plus, qui rajoute... Et en cas de conflit, je pense que je suis plutôt celui qui a besoin d'un médiateur plutôt que celui qui va... Je suis souvent pas responsable des conflits, mais ça peut m'arriver d'en provoquer un peu malgré moi. C'est ok. Ça sera intéressant, on va en parler du conflit qui est sain et du conflit qui devient compliqué. Mais ok, on est l'atout rire, j'aime bien la façon dont tu t'es présenté. Moi, je veux bien que tu sois l'atout rire d'aujourd'hui, on te garde cette étiquette-là. D'accord, c'est parfait. Alors. Sans pression. Merci Paco. Manon ? Moi, je pense aussi être un peu comme Paco, l'atout rire, mais aussi l'atout qui dit des choses un peu crues quand ça m'énerve vite. J'aime pas quand les sujets sont laissés de côté, j'aime bien quand on parle de tout et qu'on casse tous les tabous, même si ça fait un peu mal, je trouve que c'est important. Ah bah bienvenue, hein. Merci. Ça me va bien parce que je pense que c'est aussi ce qu'on veut ici faire, c'est-à-dire poser les termes, poser les mots, se dire les choses. Et typiquement, la première question, c'est de se dire, quand on vous dit violence conjugale, justement, si on pose les termes, ça vous évoque quoi ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit et comment vous définiriez les violences conjugales ? Moi, je pense que c'est ça qui est hyper dur dans ce terme-là. Tu l'as dit tout à l'heure, violence conjugale. Moi, maintenant, je sais ce que c'est, mais... Pendant ma construction dans l'adolescence et tout, j'ai longtemps cru que ça pouvait arriver qu'aux gens de plus de 40 ans, quoi. Des gens en couple, mariés, enfin limite conjugale, pour moi ça se rapproche du mariage, tout comme ça. Et en fait, via mon expérience, j'ai appris que ça pouvait arriver, et surtout ça peut arriver à des couples hyper jeunes, parce que c'est dans les couples hyper jeunes qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'amour sain, qu'est-ce qu'une bonne relation saine, qu'est-ce que le conflit, qu'est-ce que l'emprise, enfin tout ça. Donc j'ai trouvé ça hyper dur, je trouve ça hyper dur de faire comprendre à tout le monde que violence conjugale, c'est à partir du moment où il y a un couple, où il y a une relation en tout cas, quoi. Ouais, ok. Vous, qu'est-ce que vous mettriez s'il y a des mots comme ça qui vous viennent comment ça revêt quoi en fait, les violences conjugales ? Moi, je dirais vraiment tout ce qui se passe au sein d'un couple. Ça peut être des disputes, des malentendus, des choses comme ça, mais qui vont jusqu'à la violence. C'est-à-dire que vraiment, parfois on imagine que les violences conjugales, c'est vraiment... l'homme qui va juste frapper sa femme. En fait, ça peut être aussi des débats qui vont très loin, qui vont jusqu'aux cris, qui vont jusqu'aux violences aussi psychologiques. C'est vraiment tout ce qui se passe au sein d'un couple quand ça dérape. Voilà, ça c'est le mot que je mettrais vraiment sur violence conjugale, on va dire principalement, quoi. Ok. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Okay. C'était très bien défini des deux côtés. Effectivement, vous parlez de violence et comme tu dis Manon, parfois on se dit violence égale violence physique. Malheureusement, la violence, ça a plein de formes. Donc, tu as parlé des violences psychologiques. Capucine, est-ce que tu veux un peu développer les types de violences que ça peut... En quelques mots. Ouais, tout à fait. Déjà, pour rebondir à ce qui a été dit, effectivement, il y a beaucoup cette croyance que les violences conjugales, c'est dans des couples âgés. Et moi, je l'ai vécu, du coup, cette croyance-là, puisque quand j'ai été victime de violences entre mes 15 et 18 ans, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Mais en fait, je me disais tout le temps, non, mais c'est pas possible parce qu'on est trop jeune. J'avais tout le temps ce truc de me dire, il y a un truc qui cloche. Mais en même temps, on est tellement jeune que ça peut pas être vraiment grave. Et même, j'étais déjà assez féministe à l'époque et j'étais déjà engagée sur tout un tas de sujets, et notamment sur les violences conjugales. Je savais ce que c'était, mais pour moi, vraiment, je correspondais pas à la définition parce que à ce moment-là, quand j'étais au lycée, donc entre 2015 et 2018, moi, j'ai jamais été touchée par de la prévention sur les violences qui se passent dans les jeunes couples. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Et puis après, pour rebondir aussi à ce que tu disais, Manon, c'est important de rappeler que dans les violences conjugales, l'idée c'est qu'effectivement il y a des disputes et tout ça, mais comme dans tous les couples, mais la particularité des violences conjugales, c'est toujours qu'il va y avoir un rapport de domination et de force d'un membre du couple sur l'autre qui va du coup manipuler la victime et qui va installer son emprise. En fait, ça c'est vraiment un mot-clé qui est très important. Et du coup, pour les différents types de violences, effectivement, il y a tout ce qui est violence psychologique, et je pense que c'est hyper important d'insister dessus parce qu'en fait, c'est vraiment la base de toutes les violences conjugales. Et en fait, selon moi, selon mon expérience et selon toutes les victimes que j'ai pu rencontrer, il n'y a jamais les autres types de violences s'il n'y a pas de violence psychologique à la base. C'est vraiment... un truc qui est universel et qui est toujours là dans les violences conjugales. Et ça se caractérise notamment par l'emprise et par le fait d'être complètement manipulé par la personne qu'on aime.
Et puis après, du coup, il va y avoir tous les autres types de violences. Donc ça peut être les violences, les violences verbales avec les insultes, les cris, toutes ces choses-là qui vont être vraiment aussi, qui sont assez liées aux violences psychologiques, dans le sens où ça peut être beaucoup de dévalorisation de la personne, parce que l'objectif de la personne violente, ça va être de faire en sorte que la victime n'ait plus aucune confiance en elle, qu'elle n'ait plus aucune estime d'elle, parce que c'est à partir du moment où on n'a plus d'estime de soi que on peut se faire manipuler. Et c'est pour ça aussi que ça touche autant les très jeunes, parce qu'on est à un âge à l'adolescence ou jeune adulte où on n'a pas encore construit forcément cette confiance en soi. Donc c'est très facile de tout envoyer voler en éclats. Les violences sexuelles, c'est aussi un point qui est très important à aborder, parce que c'est un sujet qui est encore hyper tabou, alors qu'en France, il y a 47% des viols qui sont commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. Donc c'est quand même énorme, et c'est pourtant un sujet dont on parle pas beaucoup. Et là encore, moi, sur ma propre expérience, quand j'étais au lycée, j'étais en plein pendant MeToo, en 2017, donc je savais ce que c'était les violences sexuelles, mais personne m'avait dit tu peux subir des violences sexuelles par ton copain. Donc en fait c'est pareil, j'avais des éléments mais j'avais pas tout, alors que c'est hyper important de le savoir. Et du coup ça permet de rappeler que évidemment c'est pas parce qu'on est en couple avec une personne qu'on lui doit quoi que ce soit au niveau sexuel, ça c'est important. Et puis après il y a d'autres types de violences qui sont un peu moins connues, les violences économiques, donc utiliser l'argent de la personne, l'empêcher d'avoir accès à ses comptes, lui confisquer sa carte bancaire par exemple, les violences administratives, prendre les papiers d'identité, toutes ces choses-là qui sont souvent un petit peu moins mises en place quand on est très jeune, parce que du coup ça va plus être des violences qui souvent vont avoir lieu quand on vit ensemble, etc. Et après les violences médicamenteuses et médicales, empêcher l'accès aux médicaments, forcer à prendre certains médicaments que la personne n'est pas censée prendre, priver de l'aide nécessaire à la vie quotidienne, etc. Donc voilà un petit peu pour un petit tour des différentes violences qui existent. En tout cas, elles sont multiples, et c'est vraiment important de savoir qu'il y a tous ces types de violences-là, parce que sinon, on ne se rend pas forcément compte que certaines choses qu'on vit sont des violences. Et c'est important aussi de bien garder en tête que c'est pas parce qu'on coche pas toutes les cases qu'on vit pas des violences conjugales. En fait, même s'il y a juste entre gros guillemets des violences physiques, des violences psychologiques, pardon, c'est déjà des violences conjugales. Il faut pas attendre de se prendre un coup pour se dire ok là c'est vraiment grave. Moi j'ai vraiment été dans cette posture de me dire non mais ça va, puis le truc c'est qu'on repousse toujours le seuil plus loin. Parce qu'on se dit, moi quand j'étais dans la situation, je me disais non mais ça va, il m'a jamais vraiment frappé. Le jour où il te bouscule, tu te dis non mais ça va, j'ai pas saigné. Le jour où t'as un bleu sous l'œil, tu te dis bon ça va, en vrai j'ai pas non plus un œil vraiment au beurre noir comme quand on voit dans les campagnes de prévention. Donc en fait on repousse toujours les limites. Donc c'est vraiment important de dire il suffit qu'il y ait des violences psychologiques et c'est déjà assez en fait pour être alarmé et se dire qu'il faut partir. Ouais, merci beaucoup Capucine. C'est vrai que du coup, il y a en fait, c'est vraiment un spectre, les violences, c'est très large et comme tu as pu le dire, tu les as bien expliquées, elles sont nombreuses, elles ont différentes formes. C'est ce qui aussi les rend parfois difficiles à détecter. Et donc, comme tu dis, c'est pas parce qu'il y en a qu'une que c'est moins violent. Là, en plus, avec l'affaire Pellico, on a beaucoup entendu parler justement des violences médicamenteuses, qui était aussi un aspect, mais du coup, dans un couple plus jeune, ça peut être faire picoler la personne pour arriver à ses fins. On est déjà là dans une vraie violence et c'est assez banalisé, typiquement quand on est jeune. Est-ce que vous aviez conscience ou connaissance de l'étendue de ces violences que Capucine vient de poser ? C'est hyper intéressant qu'il y ait tout de suite la question de l'âge qui soit venue, parce que, alors ça reste faussé aussi, hein, mais moi pour le coup au lycée j'avais plutôt cette vision c'est surtout les jeunes couples qui vont être violents, parce que ils voient pas que ce soit la personne violente comme la personne violentée, ils voient pas vraiment, ils situent pas vraiment les limites de ce qui est acceptable, ce qui l'est pas. Et j'ai toujours eu cette image de oui mais c'est les jeunes couples parce que manque d'expérience, parce que voilà la jeunesse finalement qui était plus à même de vivre des choses violentes plutôt que les vieux couples, ce qui est pas forcément vrai, même enfin plutôt faux, je sais pas, la deux têtes je saurais pas dire, mais ouais moi j'avais plutôt cette image des jeunes couples comme étant plus sujets à subir la violence. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis Pacôme, c'est que en fait je pense qu'il y a une banalisation des violences au sein des jeunes couples, c'est-à-dire que parce que vous êtes jeune, potentiellement il y a des adultes qui vont minimiser le truc, genre
ouais, mais ça va passer, ça c'est vraiment, vous êtes fougueux, vous êtes jeune, ça va aller, ça va passer. Et du coup, ça minimise de ouf ce que vous êtes en train de vivre, et du coup, ça banalise, et c'est ce qui fait que petit à petit, on s'installe dans des relations où on se dit que c'est normal, que c'est normal qu'il y ait des conflits, que ça crie, que ça se balance des assiettes à la tronche, etc., etc. Et donc ça, je pense que ce que tu dis là, c'est vraiment ça. C'est ce truc de, en fait, il y a même jeune, il y a des choses dans le couple, dans la relation qui ne devraient pas exister. Et donc, si ça vous arrive et que vous en parlez autour de vous et qu'on minimise un peu votre ressenti qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est ce que tu disais, Capucine, quand tu disais « je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait et en même temps, j'arrivais pas à identifier parce que je me disais que c'était plus âgé ou parce que peut-être qu'on t'a renvoyé ce truc de mais ça va, c'est normal ». Donc, je pense qu'en tout cas, moi, j'entends ça dans ce que tu dis, ce truc de... Ouais, on a tendance à se dire c'est normal parce qu'on n'a pas les clés, alors c'est plus ou moins OK, quoi. Non, c'est pas OK, en fait. Moi, je trouve qu'il y a une double difficulté qui est, en même temps, comme tu dis, moi, j'ai été surveillant pendant 1 an et demi dans un lycée, et c'est comme ça que j'ai été confronté pour la première fois aux violences conjugales en accompagnant une élève. Et il y a un truc un peu de... Et par exemple, l'éducation nationale qui est tout sauf préparée pour ce genre de sujet, c'est terrifiant. Et aussi, du coup, comme c'est un sujet tabou, on t'en parlait tout à l'heure, Capucine, mais les gens qui le vivent, donc là par exemple l'élève en question, qui ne sait pas que c'est des violences conjugales, c'est juste mon couple va pas bien, tout comme ça. Et du coup, tu as et des adultes pas préparés et des jeunes pas informés, et ça fait une double difficulté qui fait que la plupart des situations passent sous le radar. Et que quand tu arrives à attraper une des situations, tu essaies de la désamorcer le plus possible, mais c'est hyper compliqué parce que le sujet est tellement tabou, et dès qu'un sujet est tabou, pour moi il devient dangereux, parce que si personne n'ose y toucher à ce sujet-là, jamais on va réussir à le combattre, mais du coup je trouve qu'il y a une double difficulté, et surtout dans le type de violence. Voilà, je disais tout à l'heure sur les violences conjugales, mais on a l'impression que violence conjugale c'est un mec de 40 ans qui frappe sa femme de 40 ans, alors que voilà, il y a tout le spectre psychologique et tout. Moi, je sais que j'ai une pote de mes parents qui travaille dans la justice et qui dit qu'il y avait une affaire où l'homme empêchait de dormir sa femme. Comme ça, elle n'était pas assez en forme pour aller au boulot le lendemain. Et en fait, ça, c'était une violence financière, une violence économique. Et en fait, il y a un spectre tellement large qui est vrai, qui est différent en fonction des âges. Mais c'est fou. Et puis surtout, une violence, par exemple la violence psychologique, comme tu disais tout à l'heure, la plupart du temps, il y a au moins la violence psychologique avant même la violence verbale ou physique. Elle permet d'installer, en fait. C'est pour ça que tu dis, tu repousses le seuil, c'est que celle-là, elle permet d'installer une suivante, puis après une suivante, puis après une suivante, et puis après, il y a un cycle, le cycle de la violence qui s'installe. Et c'est un sujet tellement profond et pas assez mis en avant que ça va être un problème pendant longtemps, je pense encore. Ouais, effectivement, comme tu dis, c'est pas du jour au lendemain, tout d'un coup, ça peut arriver, mais tout d'un coup, tu subis de la violence physique et des coups, c'est beaucoup plus subtil et c'est crescendo, et c'est ce qui fait que tu es plus ou moins endormi dans le processus. Et donc, tu parlais d'emprise, c'est vraiment ça. Et du coup, Malo, tu décrivais justement une jeune fille au lycée qui avait des difficultés dans son couple, en tout cas, elle le verbalisait comme ça. C'était quoi les signes ? En tout cas, qu'est-ce qu'elle verbalisait comme étant des signes ? Parce que si on se met dans la position de l'allié ou du témoin, qu'est-ce qu'elle posait comme mot et qu'est-ce qui a permis d'identifier qu'il y avait des violences ? Je pense que je me rappellerai toujours du moment où du coup je l'ai appris. En gros, elle avait parlé à ma hiérarchie un peu plus tôt dans l'année, avant même que moi j'arrive au lycée, je ne travaillais pas encore là. Et ils avaient dit, si jamais il te refrappe, on le vire. À part un truc vraiment, reprends-toi un coup et peut-être on fera quelque chose. C'est hyper violent. Violence physique, en plus violence institutionnelle. Et du coup, moi j'avais pas fait le lien avec elle. Et une fois, elle vient me parler alors que vraiment je passais par la vie scolaire. Voilà. Et elle me dit, est-ce que je la sens pas bien ? Elle demande à un autre surveillant qu'elle connaissait mieux. Je fais pas là, il est pas là. Et du coup, elle vient me voir et je prends 40 minutes pour lui parler. Et elle me dit, ouais, mon couple va pas bien. Alors, je me dis, ok. Enfin, j'en ai géré beaucoup, des crises d'angoisse de jeunes qui traversent une période compliquée. Je me dis, bon, ça va être... je vais la rassurer, c'est pas grave. Puis là, elle me dit, il m'a encore frappé. Et là, je crois que ça m'a fermé ma bouche direct. Et à partir de ce moment-là, j'étais sur une espèce de truc d'équilibriste de comment je fais entre la conseiller, puis quand même, il y a un truc
de humain à humain. Enfin, il n'y avait même plus de surveillant élève, c'était vraiment humain. Et du coup, elle c'était hyper compliqué parce qu'elle était hyper informée sur le sujet, c'est-à-dire qu'elle connaissait tout, elle savait qu'on ne frappe pas par amour, elle savait tout. Et elle me disait, en fait, il y a 1% de moi qui peut rester avec lui, je ne comprends pas pourquoi. Mais elle savait qu'il fallait le quitter. Et elle avait déjà essayé, puis elle était revenue et tout. Et c'était hyper compliqué. Et il y avait aussi un peu, même si elle disait qu'elle savait tout, que c'était pas bien et tout, il y avait aussi un peu elle banalisait certaines violences. À un moment, c'était, comme tu disais tout à l'heure, elle s'était cognée sur un meuble suite au fait qu'il l'ait poussée. Et elle disait, non, mais c'est pas à lui directement. Je fais, si t'avais été toute seule dans la pièce, tu te serais pas pris le meuble, quoi. Donc, la violence vient de lui et c'est pas... Et du coup, c'était hyper compliqué parce que il était dans la même classe qu'elle et tout. Donc, pour accompagner cet élève-là, c'était hyper difficile parce que ils étaient tout le temps ensemble, toute la journée, ils avaient les mêmes options, les mêmes trucs comme ça, et d'essayer d'aller lui parler, trucs comme ça, c'était hyper compliqué. Et ouais, elle avait un discours un peu compliqué parce que je lui apprenais pas que on frappait pas par amour, que c'était pas une relation saine. Elle savait déjà tout ça, donc c'était assez dur à accompagner. C'est une histoire qui se finit bien, mais ouais, c'était ça m'a confronté, et c'est comme ça, du coup, je te disais tout à l'heure, que j'ai connu le travail que tu fais, Capucine, et l'association en avant toute dans laquelle je suis bénévole, que je lui ai conseillé. Et pareil, j'ai conseillé ton compte Insta qui est top. Allez voir le compte Double Insta. pub, Merci ça encore n'arrête une pas. fois. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu nous racontes là, Malo. Il y a déjà parce que donc là il y a de la violence physique, mais visiblement, comme on le disait, la violence physique s'installe pas comme ça de nulle part. Tu parles justement ils étaient tout le temps ensemble, donc il y avait pas trop d'espace pour l'accompagner. Elle, ça fait partie des signes qui sont compliqués s'il y a une sorte de zone où la personne qui est victime de violence n'a pas d'espace pour elle-même. C'est une espèce de fusion dans le couple, et du coup un certain contrôle. Tu parlais de contrôle et de domination. À partir du moment où tu n'as plus d'espace pour atteindre, en tout cas si je me mets dans le rôle de la pote ou du pote, de te dire j'ai du mal à voir ma copine ou mon pote tout seul, elle a peur de la réaction qu'il pourrait avoir, etc. Qu'est-ce que, si on devait donner 2-3 signes comme ça, Capucine, qui peuvent être des signes de vigilance quand on est autour d'une personne, avant même qu'il y ait cette verbalisation de violence qui, du coup, là, comme tu dis, Malo, ça tombe et là, on ne peut plus l'éviter. Déjà, moi, je trouve que c'est très frappant parce que je me reconnais vraiment exactement. Moi, c'était exactement la même chose dans le sens où je savais les signes et tout ça, mais je me disais toujours que moi, c'était pas assez grave parce qu'on se dit toujours, il y a pire, donc bon, en vrai, ça va. Et puis, tu as ce truc de même si effectivement, tu as la majorité de ton esprit qui te dit c'est pas normal, faut partir, red flag et tout, barre-toi. Mais t'as quand même ce truc où t'es tellement manipulée, t'es tellement amoureuse que c'est vraiment difficile de trouver la force de le dire. Et moi, pour le coup, c'était la même situation dans le sens où on était H24 ensemble, on avait les mêmes cours, etc. Enfin, vraiment la même chose. Mais pour le coup, moi, j'ai jamais verbalisé à personne parce que j'avais trop honte déjà du sujet, quoi. Mais je pense qu'effectivement dans les signes qui peuvent alerter, y a le fait que la personne veuille passer tout son temps, absolument tout, avec la personne qu'elle aime, en sachant que faut toujours à chaque fois relativiser certaines choses. C'est normal de vouloir passer beaucoup de temps avec la personne avec qui on est en couple, surtout quand on est ado. Les premières histoires d'amour, c'est toujours très intense, c'est normal, c'est l'adolescence, on vit des choses très fortes, enfin voilà, c'est normal. Mais en fait, il faut toujours aussi savoir faire les limites, faut trouver aussi les limites entre c'est hyper fort au début de la relation notamment, c'est aussi un moment où il peut y avoir un peu plus de jalousie, etc. Parce que voilà, c'est les débuts et ça se poursuit dans le temps et ça s'empire. En fait, c'est ça aussi, il faut voir comment ça évolue dans le temps. Parce que dans les relations de violence conjugale, c'est toujours de pire en pire. Et puis... Et il y a aussi un truc c'est normal de vouloir passer beaucoup de temps avec la personne qu'on aime, mais si on n'a plus le droit de passer du temps avec les autres, c'est là aussi que ça devient problématique, dans le sens où moi, pareil, au début, on passait tout notre temps ensemble, moi je prenais ça pour un signe affectif, amoureux, de me dire non mais c'est trop bien, et même je me rappelle, c'est ce que je disais à mes copines quand elles me le reprochaient, je leur disais non mais c'est parce que notre relation elle est passionnée, on s'aime énormément, on a besoin d'être tout le temps ensemble, etc. Sauf que
Sauf que, ok, mais au final, ça s'est transformé en lui qui me disait, bah non, tu mangeras plus avec tes copines le midi, tu verras plus tes copines le week-end, tu feras plus jamais rien sans moi. Et en fait, c'est là qu'il faut savoir mettre les limites, parce que oui, c'est normal de vouloir passer du temps ensemble, mais par contre, c'est pas normal de vouloir priver la personne de faire d'autres choses. Donc ça, c'est un signe qui est très, très important. Et même tout ce qui est en signe qui peut alerter de l'extérieur, ça va être tout ce qui va être dans la dégradation de la personnalité et de ce qui fait un peu... la personne dans ses joies, etc. Par exemple, quelqu'un qui a une passion et qui petit à petit va l'abandonner parce qu'elle se renferme de plus en plus sur son couple, bah ça peut être un signe aussi d'alerte. Et moi, il y a un signe que je dis souvent, parce que je trouve que c'est assez facile à repérer, c'est vraiment de voir aussi les interactions du couple. Parce que mine de rien, souvent quand même, ça se voit un peu à l'extérieur, d'un point de vue extérieur. Bien sûr, on va pas forcément voir la personne bousculer l'autre, etc. Mais dans sa manière de s'adresser à l'autre, moi, il y a un truc que je vois souvent et que moi j'ai vécu, c'est le fait de vouloir humilier la personne devant les autres. Ou moi, mon ex, par exemple, autant il était adorable avec moi quand on était devant ma famille et tout, mais devant mes amis, il était un peu plus lui-même, entre guillemets, et il avait des moments où il était très humiliant avec moi, très dégradant. Il allait me dire des choses hyper méchantes et tourner ça un peu sur le ton de la blague, sauf que moi, ça me faisait pas du tout rire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir de l'extérieur, parce qu'en fait, on va voir, je parle pas de petites taquineries de couple où tout le monde rigole et voilà, mais vraiment, on va voir une personne du couple qui humilie l'autre et on voit la personne qui est pas bien, qui a limite les larmes aux yeux et tout ça. Et ça, c'est vraiment un signe qu'il faut repérer, parce que en fait, quand on est en couple avec quelqu'un, on n'a pas envie de la mettre dans cette situation-là. Donc c'est forcément un énorme red flag qui montre qu'il y a quelque chose qui va pas dans la relation. Donc voilà. Et ça, pour le coup, mes copines l'avaient remarqué, parce qu'elles m'avaient déjà dit, mais Capucine, comment ça se fait que tu le laisses te parler comme ça alors que t'as énormément de caractère, tu supporterais jamais que quelqu'un te parle comme ça, qui que ce soit, et quand c'est lui, tu dis rien. Et je pense que justement, si mes copines avaient eu à ce moment-là une prévention aux violences conjugales et justement à repérer les signes, bah, elles auraient pu capter ce truc-là de se dire c'est pas juste bizarre, c'est que vraiment ça montre qu'il y a des violences conjugales. Donc c'est hyper important de savoir justement interpréter ces signes-là, et globalement il faut faire confiance à son intuition, moi je dirais. Quand on a des doutes sur des amis autour de nous parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui a l'air de pas être normal dans la relation, souvent c'est qu'il y a quelque chose en effet, parce que quand la relation se passe bien, c'est très rare de se tromper et d'avoir une intuition qu'il y a des violences conjugales. En général, quand on a un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis au pire du pire, si tu actionnes des trucs si tu as l'impression qu'il y a une violence conjugale, au mieux, tu désamorces une situation qui est horrible. Au pire, c'est gênant. C'est ça, au pire, tu te trompes et c'est voilà. pas grave. Et puis après, t'en rigoleras. Et voilà, c'est vraiment pas grave. Mais vaut mieux dans le toujours. cœur, de toute façon, de la personne. C'est ça. Vaut mieux toujours poser des questions et s'assurer que la personne est en sécurité, plutôt que de laisser couler et de se dire ça me regarde pas, c'est entre eux. Si, en fait, ça regarde tout le monde, les relations. Si on a une amie qui est dans cette posture-là, c'est important de savoir comment réagir. Je pense que ce qui est important dans ce que vous dites tous les deux, c'est en plus ce phénomène de déni des victimes qui est bien naturel, parce que je pense qu'il y a plein de choses là-dedans. Tu le parles un peu, il y a une espèce d'auto-responsabilisation et de culpabilisation en mode mais j'y suis forcément un petit peu pour quelque chose, ou le fait de se dire en fait c'est difficile de se déclarer victime et de se dire oui, je suis victime de quelqu'un. C'est difficile de se dire je suis tombée amoureuse d'une personne qui me violente. C'est aussi des choses qui sont cycliques, et donc il y a forcément des périodes où, tu le disais, par exemple ton ex, il était super sympa avec ta famille. J'imagine qu'il y avait des moments où il y a des phases de réconciliation, où là du coup la personne est au contraire dans l'amour le plus démesuré, comme tu dis, c'est intense, c'est passionnel, et du coup tu te dis, tu t'accroches à ce côté-là de la personne qui te donne tant d'amour et de passion, etc., et qui te nourrit, et du coup tu fantasmes une personne qui voilà, en tout cas ça tu fais oublier. Donc c'est normal, en tout cas si ça vous arrive, d'avoir des amis qui sont dans ces situations-là, qui est ce déni très très fort. Et je sais qu'il y a une jeune fille qui nous a écrit, qui nous a raconté justement une situation où elle avait une amie qui était sous l'emprise de son conjoint, et elle a été... il y a un moment où elle a abandonné, elle a dit en fait si tu veux pas te rendre compte, tant pis, mais moi je m'en vais de la relation. Comment vous réagissez par rapport à ça, si on est en tant qu'ami et qu'on a quelqu'un qui est complètement dans le déni et qui est dans une situation de violence? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez? Comment vous l'accompagnez? Comment vous êtes là en fait?
En vrai, je pense que à partir du moment où on identifie que quelqu'un est victime de violences conjugales, c'est bien de faire tout son possible pour l'aider, lui proposer des... Il y a des associations qui sont là aussi, il y a plein d'organismes, de collectifs, de faire aussi soi-même un taf un peu perso, d'essayer de, si on arrive à la prendre à part, de lui en parler, peut-être parce qu'elle-même ne le sait pas. En fait, parfois, il y a un déni complet par rapport à ça, quand on est justement emprisonné dans ce prisme-là de l'amour. Après, j'avoue que on reste aussi des personnes à part entière et parfois ça prend pas mal de santé mentale. Moi, je sais que j'ai été victime de ce genre de situation où j'essayais d'aider des copines qui étaient victimes de ça. Et parfois, en fait, on a beau passer des heures au téléphone, on en profite tant que la personne n'est pas là, celle qui est violente, même en vrai, ou voilà. Et en fait, parfois, ça ne se fait pas. On a beau mettre tout, faire tout son possible. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et il y a un moment où, surtout quand on n'est pas spécialiste en la matière et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on ne peut pas non plus forcer la personne, en fait. Il y a un moment où ça aussi, c'est une violence. Enfin, ça aussi, c'est pas cool. Et j'avoue que parfois, moi, il y a des fois où je m'en suis voulu, mais j'ai laissé tomber. Je suis passée à autre chose, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais tout fait et que ça commençait à me bouffer, en fait, personnellement. Et... j'existe aussi, je veux pas que ce soit égoïste en disant ça, mais quand on a tout fait, parfois on doit s'arrêter parce que on peut pas régler tout, forcément tout en fait. C'est effectivement hyper important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la volonté d'aider, puis il y a la volonté de préserver aussi sa santé mentale, parce que ça peut être, comme tu dis, quand c'est quelqu'un que tu aimes très fort, c'est très difficile de la voir souffrir. Pacôme, t'allais dire quelque chose ? Oui, mais je sais plus ce que c'était. Non, mais si, aussi, des fois, il y a juste la question du déni qui est hyper important. Enfin, c'est le truc le plus important, c'est que même si on connaît les règles, même si on sait l'identifier, une personne qui est dans le déni, on n'arrivera pas à la sortir, nous, du déni, parce qu'on est extérieur, et que la personne pourra juste nous dire « Non, mais tu comprends pas, c'est ma vie, t'es extérieur à ça, tu peux pas comprendre ». Et des gens comme ça, on peut rien leur dire pour vraiment leur faire se rendre compte. Le déclic, il doit être intérieur. Alors on peut aider à ça. Si on est plusieurs, peut-être qu'il y aura une remise en question. Mais si on est plusieurs aussi à lui faire remarquer, peut-être qu'il y aura aussi un braquage. Et juste la personne va se dire, va se refermer. Et ça va être encore plus compliqué de lui parler de ces choses-là. Donc juste, je pense, de documenter... pas être dans l'attaque ou quoi, mais plutôt dans vraiment l'accompagnement et le plus tôt possible. Et même avant qu'on remarque des problèmes dans la relation, juste informer. Si on a des infos et qu'on sent que la personne ne l'a pas sur ce genre de questions, pas hésiter à les donner, ça peut toujours servir, même pour encore d'autres personnes. Et moi, ce que tu disais tout à l'heure, Manon, c'est vrai que c'est hyper dur des fois d'accompagner des gens proches et qui veulent pas t'écouter et tout. Et par exemple, moi, il y a une situation, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est une pote elle fêtait son anniversaire et elle voulait inviter une de ses potes qui était victime de violence. Et du coup, comme la pote victime de violence était sous emprise, tout ça comme ça, elle pouvait pas se déplacer sans le mec qui était violent. Et du coup, la question s'est posée, est-ce qu'elle invite sa pote toute seule, avec beaucoup de risques qu'elle ne vienne pas parce que son copain dira bah non, t'y vas pas, ou alors qu'elle veut pas quitter son copain, ou est-ce qu'elle invite les deux? Et ça veut dire qu'elle invite un mec violent à une soirée et elle n'a pas envie. Et du coup, c'est un sujet qui nous a beaucoup partagé. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore si moi, ça m'arrivait dans mes proches, ce que je ferais en question. Parce que j'ai pas non plus envie d'isoler ma pote qui est victime de violence. Mais j'ai pas non plus envie de cautionner la violence en invitant l'auteur à mon anniversaire. Et comme tu disais tout à l'heure, le côté cyclique, et moi je l'ai appris en accompagnant cet élève-là, sur le cycle de la violence, où c'est hyper compliqué parce que même les proches, c'est-à-dire que tu vas avoir l'impression que tu arrives à faire un truc, puis après ils vont revenir dans le cycle, et en gros il y a un truc de crise, tension, explosion de la crise et tout, et après il y a la période dont tu disais où tout se passe bien, la lune de miel, ils appellent ça, ceux qui ont fait le cycle de la violence là. Et la lune de miel, c'est hyper dangereux, parce que c'est là où c'est le moment où il va avoir plein de petites attentions, tout comme ça. Et c'est ce qui va permettre d'installer l'attention, la crise, puis après, la justification par la victime. Mais non, mais en plus, la dernière fois. Et puis en fait, ce cycle-là, au début, il peut se passer sur 1 an. Puis la fois d'après, ce sera sur 6 mois. Puis en fait, à la fin, ça peut être sur une journée. C'est-à-dire qu'il va être tout gentil le matin et le soir, voilà. Et du coup, c'est hyper dur. Et moi, sur le truc de abandonner ou pas, quand on sent qu'on a tout fait pour la personne,
moi je pense qu'il y a un entre-deux, c'est-à-dire qu'on peut ne pas autant s'investir qu'avant, mais quand même laisser les trucs, des trucs, par exemple, moi je sais que l'élève en question, à un moment il y avait 2 semaines de vacances, et c'était 2 semaines où j'allais pas avoir de nouvelles, forcément. Et du coup j'avais fait une liste, j'avais fait un Google Docs de ressources, dont le compte Insta Over the Rainbow, le chat en avant toute l'asso dans laquelle je suis bénévole, et le 3919, le numéro, trucs comme ça, et des séries, des trucs comme ça. Aujourd'hui, je sais même pas si elle a utilisé ces ressources-là, mais je sais que, en tout cas, j'étais content de savoir que elle savait que c'était disponible. Si à un moment elle avait un gros doute pendant ces vacances-là, elle savait que c'était disponible. Et je pense qu'il y a ce truc-là de pas forcément complètement abandonner, mais de ne plus s'investir autant émotionnellement, mais de quand même activer quelques trucs. Par exemple, le violentomètre, qui est un truc moi que j'utilisais beaucoup en tant que surveillant. C'est que c'est vraiment un bout de papier que tu glisses devant la personne, et c'est pas une personne qui lui dit non mais ça c'est violent, ça c'est pas violent, ça c'est pas violent. Là c'est vraiment un bout de papier qui va du vert jusqu'au rouge, donc c'est hyper facile à comprendre, et elle va se placer elle-même. Après et c'est hyper moi je l'ai montré à des élèves tu vois, de 17-18 ans quand j'étais surveillant, et tous les parties donc dans le orange, donc qui sont des violences, c'est pas les violences où on est en danger, mais c'est ce qui installe les violences qui viennent après. C'est déjà de la violence. C'est déjà de la violence, mais c'est en gros, le violentomètre, c'est fait la relation est bien, fais attention, c'est des signaux bizarres, et dans le rouge, c'est vraiment quitte la relation, t'es en danger, quoi. Et dans le orange, il y a des trucs genre est beaucoup trop jaloux, tout comme ça. Et moi, j'avais des élèves, que ce soit filles ou garçons, qui disaient mais non, mais si je suis dans une relation et que le mec ou la meuf n'est pas jaloux, bah ça laisse tomber, ça sert à rien. Et en fait, c'est fou comment il y a. Moi, je pensais que en étant les générations qui allaient arriver allaient mieux savoir que celles d'avant, et en fait c'est tellement tabou comme sujet, c'est tellement le tabou crée le danger, et du coup des trucs comme violentomètre ou des ressources qui existent et tout, c'est des trucs t'as pas forcément à le montrer sous les yeux de la personne qui est violentée tout le temps, mais c'est des trucs ils savent que ça existe, ils ou elles savent que ça existe, et donc je pense qu'il y a un entre-deux entre ne plus s'investir émotionnellement et laisser quelques pistes, tout comme ça. Mais c'est vrai que c'est dur d'accompagner quelqu'un qui est victime de violence. Mais je pense aussi sur ça, il y a une question de... Alors le violentomètre, il est très bien, mais il y a une question aussi de définir les termes qui sont présents dessus, parce que carrément. Jalousie, il y a de la jalousie qui peut être saine, et il y a de la jalousie qui peut être maladive et extrêmement problématique. Et là, c'est de ça dont il est question quand on parle de violence, alors pas violence relative, mais violence qui n'est pas encore grave ou qui n'est pas encore pénalement répréhensible. La fin du violentomètre, c'est me menace avec une arme ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça, c'est définir les termes. Rien que définir déjà une violence conjugale, c'est fou parce que, là, je pense qu'ici, on est à peu près renseigné sur ces sujets, on est à peu près intéressé. Mais je pense que si on prend 5 jeunes de 18 à 25 ans et qu'on les met devant une table et qu'on leur demande de définir violence conjugale, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui arriveraient à sortir une définition qui serait assez large. Et puis personne ne se mettra d'accord. Se mettra d'accord, ouais. Au vu des expériences de chacun et tout. Moi, je te dis, le truc en question de prendre 5 jeunes, moi, c'est ce que je faisais. À un moment, du coup, j'avais sorti un violentomètre, je me rappelle, en salle de permanence. Et d'abord, il y avait un groupe de 3 filles, puis à la fin, j'avais genre vraiment littéralement, il y avait une classe qui allait d'une classe à une autre. Du coup, j'avais 25 élèves autour de moi qui disaient ah non, mais ça. Et en fait, c'est vrai qu'il faudrait prendre le temps avec ces jeunes-là d'expliquer, parce que du coup, la jalousie, comme tu disais, j'ai dit, la jalousie dans un couple, ça peut exister, ça doit pas être une partie du couple. C'est-à-dire que la jalousie, ça peut exister si c'est travaillé. Si c'est juste je suis jaloux, je suis comme ça, bah non, c'est pas un trait de personnalité, la jalousie. C'est juste, peut y avoir la jalousie parce que tu sais pas, t'aimes quelqu'un, t'as l'impression qu'il faut qu'il t'aime que toi et tout comme ça, mais ça se travaille, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance soit en soi ou en l'autre comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'il faudrait ce temps-là, mais bon, les moyens ne sont pas mis pour avoir tous ces temps-là d'explication, de prévention, et c'est bien dommage. Mais vous avez dit tellement de choses hyper intéressantes. La jalousie, justement, on va faire un épisode sur la jalousie, parce qu'il y a beaucoup, on va le dire. Comme tu dis, la jalousie, en fait, oui, ça peut exister, mais en fait, si c'est un phénomène d'emprise, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de faire ça parce que ça me rend jaloux, là, on a un souci. Qu'il y a un truc, parce que ça aussi, c'est très construit, en fait. On a appris quand on est en couple, on doit être une espèce de truc, une espèce de fusion, on n'est plus qu'un. Une entité. Une entité. Après, chaque couple doit définir ses règles, etc. Donc, exprimer un sentiment de jalousie, c'est OK. Vouloir contrôler l'autre personne parce qu'on est jaloux, là, c'est plus OK.
Mais c'est vrai que vous avez dit plein de choses dans comment accompagner une personne, comment se préserver soi. En tout cas, moi j'ai l'impression, ce qui est intéressant, c'est de garder des espaces de discussion et peut-être, mais je sais pas ce que t'en penses Capucine, de se dire, peut-être pas parler quand on est avec une copine, de parler d'elle, mais d'ouvrir des espaces où on parle des relations sans dire toi ta relation elle est problématique. Vous parliez du violentomètre, vous parlez, ça peut être parler de soi, ça peut être moi je me sens, j'en sais rien, je me sens enfermée, là je viens d'avoir une dispute et puis cette dispute elle ressemblait à ça, qu'est-ce que t'en penses, et de décentrer de la personne. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton processus, en tout cas dans les personnes qui t'entouraient? Qu'est-ce que tu recommanderais comme positionnement comme ça quand on est pote de quelqu'un qui vit des violences? Il y a pas mal de choses à dire. Moi, je peux pas trop dire ce qui m'a aidé sur le coup, parce que c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai eu ce truc très particulier où je me suis vraiment complètement fermée. J'en ai parlé à personne. Et même après la rupture, j'en ai pas parlé non plus tout de suite. J'ai mis des mois, voire des années à en parler selon les personnes. Donc moi, pour le coup, j'ai pas eu ce truc de mes amis sont au courant et elles essaient de m'aider. Tu l'as vécu seule. Je l'ai vraiment vécu toute seule de A à Z. Par contre, ce qui est intéressant, déjà sur ce que vous dites, tout est très vrai. C'est-à-dire que il faut trouver l'équilibre entre aider son ami et en même temps se préserver soi, parce que c'est quand même quelque chose de très difficile d'accompagner une personne qui est victime ou qui a été victime. C'est très prenant psychologiquement, c'est très fatigant, c'est très éprouvant parce que des fois ça nous renvoie aussi à des choses qu'on a pu vivre soi-même. Donc voilà, c'est important de savoir se protéger et aussi pourquoi pas de se faire accompagner soi. Moi je recommande beaucoup, pour le coup on parlait aussi du manque de sensibilisation auprès des jeunes et tout. Moi pour le coup c'est ce que je fais du coup aussi en parallèle de mon activité de créatrice de contenu. J'interviens en établissement scolaire, donc je suis directement je suis directement confrontée à ces jeunes qui ne savent pas ce que c'est les violences conjugales et qui sont très perdus par rapport à ça. Et moi, je recommande beaucoup quand on accompagne une personne victime, de soi-même, en fait, pouvoir contacter des fois des organismes, donc le 3919 ou le chat Comment on s'aime d'en avant toutes, et d'expliquer la situation de son point de vue extérieur, parce que là, c'est des personnes qui sont vraiment formées, qui vont pouvoir vous expliquer, vous donner des clés, parce que on peut toujours donner des clés, de savoir un petit peu comment réagir par rapport à une personne qui est victime de violence, mais en fait, chaque situation est tellement unique que c'est vraiment difficile de donner des choses qui vont marcher à tous les coups. Donc je trouve que c'est important de prendre le temps de soi-même aller faire ce pas vers les assos, etc. pour demander de l'aide, et surtout de toujours tenir la main de la personne victime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste lui dire appelle ce numéro, va à cet asso. Non, il faut vraiment lui prendre la main et y aller avec elle, appeler quand elle est à côté, etc. Parce que sinon, c'est tellement dur en fait de le faire que la personne ne va jamais vraiment s'y mettre. Et il y a autre chose qui est important, c'est qu'en fait, pour accompagner les victimes de violences, on pense à ce côté de les mettre en garde par rapport aux violences, leur donner des ressources, etc. Mais il y a tout un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est déjà de prendre soin de la personne en tant que telle. Et ça, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui va pas vous demander autant d'énergie, parce que vous n'allez pas être dans la confrontation, de lui dire « t'es victime de violence, il faut que tu partes, etc. » Ça, vous pouvez le mettre de côté et juste prendre du temps pour elle, parce qu'en fait, quand on est victime de violence, on est dans cette dévalorisation constante de qui on est, de nos qualités, enfin voilà, clairement quand on est en relation avec une personne violente, on a l'impression d'être une merde au quotidien, enfin vraiment on n'a plus aucune estime de soi. Et en fait les proches, c'est là aussi qu'ils peuvent intervenir, c'est en prenant le contre-pied de ce que va faire subir l'agresseur à la victime. Donc, par exemple, vu que l'agresseur va être tout le temps dans la dévalorisation, essayez de vous prendre le contre-pied de ça et d'être au contraire dans quelque chose de très doux avec la victime, de la mettre en valeur, de lui dire, de souligner ses compétences, de souligner ce qu'elle fait de bien, de l'encourager. Je sais pas si elle est passionnée par le dessin, par exemple, et qu'elle laisse petit à petit tomber parce que son mec ou sa meuf lui répète toute la journée que de toute façon, elle sait rien faire, qu'elle est bonne à rien, qu'elle a aucun talent, vous encouragez-la. Ça peut être l'emmener à des expositions parce que vous savez que ça lui plaît. Enfin, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Vous pouvez aller stimuler un petit peu la personnalité de la personne pour essayer de continuer de faire un petit peu briller cette flamme et éviter qu'elle s'éteigne complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un gros impact, parce que là, vous allez aller chercher la personne dans ce qu'elle est vraiment. Vous n'allez pas être dans la confrontation avec elle. Ça va lui permettre de passer des bons moments. Et ça, c'est hyper important, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est que
faut trouver cet équilibre entre je veux aider la personne, en même temps je peux pas non plus trop m'affecter moi, et en même temps si je vais trop dans la confrontation, elle va, si ça se trouve, complètement couper les ponts avec moi. Parce que franchement moi le pire, oui voilà, moi je scénario. me dis en tant que victime, j'ai jamais voulu parler de ça parce que j'avais trop honte, et franchement si j'avais été une copine qui avait été si j'avais eu une copine qui avait été chercher plus loin et qui m'avait dit je sais que t'es victime de violence conjugale, je vais t'aider, etc., je pense honnêtement avec mon caractère, mon ego et tout, je me serais complètement fermée quoi. J'aurais dit bah non, j'ai plus envie de t'avoir dans ma vie. Donc c'est ça qui est hyper dur, parce qu'après quand la personne est complètement isolée, c'est de pire en pire. Donc faut réussir à trouver cet équilibre. Mais voilà, je voulais juste souligner le fait qu'on peut aider de d'autres manières qu'en disant voilà, t'es victime de violence, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Oui, ça c'est important, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire à côté pour aider la personne à se sentir bien, essayer de trouver des moments où on peut l'avoir toute seule, même si c'est souvent très compliqué. Mais voilà, par exemple, si ça peut être sur une pause déj où son mec est pas là, enfin essayer vraiment de prendre toutes les possibilités qui se présentent à vous pour essayer de vraiment prendre soin de la personne qui est victime, quoi. Ouais, Paco. Ou lui envoyer ce podcast. Ça pourrait être une nouvelle ressource, j'espère. Non, mais ça, c'est très vrai. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Mais je rebondis là-dessus, sur le côté envoyer des ressources. C'est très important, et surtout, n'hésitez pas à envoyer des témoignages de victimes. Franchement, ça aide tellement, parce qu'en fait, ça permet vraiment de s'identifier à la personne, parce qu'on se dit, ok, ça ressemble vraiment à ce que je vis. Et moi, c'est pour ça que je témoigne et que je vais en établissement scolaire et tout. C'est parce qu'en fait, le fait de raconter, d'être là, de dire regardez, moi je suis comme vous, j'ai vécu ça, 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 voilà comment je me suis sentie et tout, ça aide aussi les personnes à plus s'identifier que juste avoir un compte rendu, voilà, un truc hyper théorique de voilà les signes et tout. Donc ça aide beaucoup, et aussi important d'envoyer des témoignages qui se terminent bien et des choses positives. Ça c'est hyper important, parce qu'en fait quand on est victime, c'est déjà, genre, le quotidien est horrible, et en plus de ça, en fait, on n'a aucun espoir sur l'avenir. En fait, c'est horrible, mais la manière dont on voit les choses en tant que victime, c'est ok, là, c'est pas cool, mais de toute façon, j'ai tellement plus aucune estime de moi, tellement plus aucune confiance en moi, que si demain je le quitte, ma vie, elle est terminée. Vraiment, moi, je me disais ça, alors que j'avais 15, 16, 17 ans, en soi, j'avais la vie devant moi, mais j'étais persuadée que si je le quittais, ma vie, c'était fini, il y aurait plus jamais personne qui m'aimerait, etc., que je réaliserais aucun rêve, que, enfin, j'étais vide, en fait, j'avais plus aucune ambition, j'avais plus aucune personnalité, et c'est hyper important de montrer des témoignages de victimes qui, après, se reconstruisent et qui vont bien et tout, parce que ça te donne aussi un peu d'espoir en tant que victime, parce que sinon tu te dis juste ok, les victimes de violence c'est quoi, c'est des meufs qui apparaissent à la télé complètement tabassées, et on dit qu'il faut qu'elles aient besoin d'aide pour s'en sortir, mais il se passe quoi après, on sait pas. Donc c'est hyper important aussi de montrer ça et de dire aux victimes mais t'inquiète pas, après ça va être difficile, il va y avoir des choses vraiment de reconstruction et tout, ça va être dur, mais tu vas t'en sortir, tu vas retrouver quelqu'un ou pas, et tu vas être très heureuse toute seule, et tu vas faire plein de trucs hyper cool, et c'est hyper important aussi de montrer ça, parce que sinon on est tout le temps dans le négatif quand on est victime de violence, et clairement c'est compliqué pour le moral, quoi. Ouais, carrément. Et justement, ce que tu disais par rapport au fait que la personne est complètement à une baisse d'estime de soi, en tout cas dans la façon d'être là pour l'autre, je trouve que c'est bien aussi de valoriser ses émotions. C'est-à-dire que souvent, la personne avec qui elle vit va être dans le déni de ses émotions permanentes, lui dire non, t'es pas triste, non, tu peux pas être nanana. Et du coup, si jamais il y a un moment, une toute petite fenêtre où elle exprime des émotions, de pouvoir les valider en disant ouais, je comprends que tu sois triste, ou je comprends que tu sois en colère, ou enfin, voilà, légitimer les émotions qu'elle traverse. Je pense que ça aide aussi à les rendre, à leur permettre, comme tu dis, de maintenir la flamme allumée. Et tu commençais à évoquer ce qu'il ne faudrait pas trop faire. Alors c'est toujours difficile, comme tu dis, de donner une espèce de recette magique à faire, à ne pas faire. Ouais, c'est hyper complexe. Chaque personne réagit différemment. Toi, tu dis, Capucine, que tu n'aurais surtout pas voulu qu'on soit trop intrusif, mais je pense que c'est un point qui, en vrai, fonctionne pour beaucoup de victimes. Qu'est-ce qui vous viendrait en mode... ou qu'est-ce que vous avez potentiellement fait, d'ailleurs, et que vous regrettez à posteriori, vous dites, là, j'ai senti qu'en fait, j'avais fait un truc qui n'était pas adapté à la situation. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent ? Moi, je pense que, typiquement, je pense que j'ai déjà été un peu intrusive en mode, je pense que tu subis des violences. Et je me suis dit, après coup, que c'était pas la bonne forme, parce que la personne, justement, puisque tu disais, Capucine, n'était pas prête à recevoir ça, et c'est d'une grande violence de dire, d'abord, d'où tu sais mieux que moi, d'où tu sais ce que je suis en train de vivre, tu vois, il y a un peu ce truc de...
Donc moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une fine ligne pour s'éviter d'être, mais vous l'avez un peu tous dit, hein, d'éviter d'être dans le sauvetage, quoi, de dire je vais te sauver, moi je sais mieux que toi et je vais te sortir de là. Et vous le disiez, je sais plus si c'était pas comme Milo qui disait c'est un processus intérieur, quoi, qu'on est obligé d'accepter. Donc je sais pas s'il y a des choses qui vous viennent comme ça, de trucs que vous avez fait où vous dites a posteriori là-dessus j'ai peut-être un peu merdé, quoi. Je pense que c'est un peu le syndrome du sauveur aussi. On essaie d'y aller pas à pas et en fait on se rend compte parfois que la personne n'est pas réceptive. On se dit peut-être qu'il faudrait que je fasse plus fort pour l'aider, lui déclencher, lui donner ce fameux déclic. Et en fait on se rend compte que peu importe ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. C'est assez frustrant aussi de voir quelqu'un qui est en détresse totale. C'est vrai que parfois moi j'ai regretté d'avoir passé un temps énorme pour des personnes, mais en même temps parce que j'ai senti qu'il n'y avait pas de déclenchement, d'amélioration, quoi que ce soit par rapport à mes actions. Mais en même temps, je me dis que j'ai fait tout mon possible et que j'ai été consciente que la personne souffrait parce qu'elle me l'a montré aussi par certains biais. Mais je ne pense pas avoir fait d'erreur dans mes démarches et je pense que c'est aussi dans ce genre de moment qu'on apprend comment réagir et aussi que chaque personne réagit différemment quand elle est victime de ce genre de violence. Mais surtout aussi, il faut que tu te dises que même si tu as l'impression que ça n'a pas forcément aidé sur le moment, en fait, ça a sûrement aidé dans tous les cas. Parce qu'il faut se dire qu'à chaque fois, une personne qui est victime de violence, effectivement, il faut qu'elle encaisse déjà le fait qu'elle soit victime, ensuite le fait qu'elle doit sortir de la relation, ensuite le fait que, ok, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir sans lui, sans elle, etc. Donc ça fait tellement beaucoup d'informations que c'est très dur de prendre les choses au fur et à mesure et que les personnes victimes de violence, elles peuvent avoir des réactions très agressives et très désagréables en fait envers leurs amis qui vont essayer de les aider parce qu'elles ne veulent pas entendre ça et du coup tu peux avoir l'impression en tant que personne accompagnante que ce que tu fais ça sert à rien, mais en fait ça sert toujours parce que c'est comme si tu plantes des petites graines en fait, tu dis des choses, peut-être que la personne là sur le coup elle est pas prête à les entendre, mais mine de rien ça va quand même rester dans un coin de sa tête et ça se trouve dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 1 an ça va lui revenir et ça se trouve elle va avoir un autre élément déclencheur par une autre amie qui va lui dire un truc et tout d'un coup ça va résonner avec ce que toi t'avais dit, elle va se dire ok ça fait quand même 2 personnes, bon bah là faut peut-être que j'y réfléchisse un petit peu plus, donc faut vraiment se dire qu'il n'y a jamais rien qui est inutile, franchement ça a toujours un intérêt, même si ça porte pas ses fruits tout de suite, il faut quand même le faire et il faut se dire ok ça servira forcément à un moment, si c'est pas là ce sera plus tard, mais voilà il n'y a pas de... C'est jamais inutile, en tout cas, faut pas avoir l'impression que ce qu'on fait, ça sert à rien. Ok. Moi, j'ai 2 erreurs comme ça qui me viennent, qui peuvent paraître assez innocentes, mais qui en fait sont plutôt graves et que j'ai pu constater ou que moi-même j'ai pu faire. Ça va être premièrement d'aller voir la personne en partant du principe que nous, on a raison et qu'on va l'éclairer de notre savoir, de notre connaissance, parce que c'est un peu ce qu'on disait aussi, mais c'est que c'est stérile de faire ça, c'est-à-dire qu'on arrive et on impose notre vision, même si elle est vraie, on impose notre vision à la personne, et derrière, à moins que ce soit une personne qui a beaucoup de recul ou une personne très très ouverte aux remarques, aux critiques, ça va servir à rien, elle va recevoir l'info et elle va dire ok arrête déjà de me parler comme ça et peut-être que je sais mieux que toi parce que c'est ma relation. Donc vraiment y aller progressivement et faire preuve d'empathie, juste essayer de se mettre à la place de la personne, de se dire que peut-être qu'elle en a aucune idée ou que peut-être qu'au contraire elle a une idée, elle a des pistes, mais qu'elle se dit non mais je dois m'inventer des trucs, etc. Peut-être aller chercher ce genre de choses chez la personne en simplement peut-être en abordant le sujet ou en documentant, encore une fois. Moi, j'ai l'impression qu'on en revient un peu aussi aux questions de consentement. C'est-à-dire que je pense qu'en amitié, on peut aussi se dire je vais être honnête avec toi, en fait, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans ton couple que je trouve, je sais pas, qui me questionne. Est-ce que tu m'autorises à te dire ce que j'en pense ? Est-ce que tu as envie qu'on en parle ? Et que si la personne te dit non, là je suis pas trop prête, et de lui dire ok, quand tu le seras, je serai là. Et si tu veux qu'on en parle, on en parlera. Et dans tous les cas, faire cette démarche-là, comme disait Capucine tout à l'heure, ça va planter une petite graine, c'est-à-dire que ok, j'ai une pote qui s'inquiète de ma situation. Bon, peut-être que je vais pas du tout en prendre compte, mais le jour où peut-être il y a une violence de trop, un truc comme ça, il va se dire il y a quand même Kitri qui m'a dit que. Et je vais peut-être pouvoir l'appeler. Et ce que tu disais tout à l'heure sur un peu de décentraliser le truc, de pas forcément de profiter de discussions à plusieurs pour en parler.
bah moi, pour revenir sur le truc en permanence, là, j'en parlais tout à l'heure, où il y avait 25 élèves autour de moi et du violentomètre, à un moment, je vois, il y a 2 filles, du coup, c'était 2 terminales, qui se regardent, et il y en a une qui fait à l'autre, ah bah tiens, toi, dans ta relation, le orange, là. Et sur le moment, ça les a fait rire, marrer. voilà, comme ça, mais je me suis dit, peut-être que là, il y a une toute petite graine qui s'est plantée dans la tête de l'autre, qui a rigolé par politesse sur le moment, et qui s'est dit, je suis peut-être dans l'orange. Et peut-être qu'elle va revoir le violentomètre ou tout comme ça, ou qu'elle va aller voir du coup le chat, ou qu'elle va se renseigner sur Internet. Et ouais, ce truc-là de petite graine, c'est hyper important. Et dans les trucs à pas faire, moi, je sais que... Après, moi, c'était complètement différent parce qu'il y avait une relation d'autorité, de surveillant à élève. Donc, il y a aussi un truc que j'ai fait beaucoup gaffe là-dessus, de pas devenir pote ou de pas agir comme un pote. Moi, je pouvais pas. Mais il y a fait ce truc-là de se concentrer sur la victime et pas sur l'auteur. C'est-à-dire que des fois, il y a un truc un peu... et souvent, moi, je l'ai remarqué dans des témoignages ou dans les films comme ça, chez les hommes, de vouloir... intervenir. Intervenir en mode quoi, lui il te frappe. Voilà. Retourner la violence contre et ça, l'auteur de la violence. Aller lui casser la gueule. Et voilà, et ça, c'est et moi, du coup, pareil, c'était pas du tout le mec de ma pote, c'était le copain d'une élève. Et du coup, c'était un élève aussi que j'avais sous ma charge. Et moi, j'avais tout sauf envie de l'accompagner dans sa scolarité, ce mec-là. Mais c'était déjà mon taf. Bon, j'ai été pas injuste, mais j'étais très juste. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que je laissais pas passer pour lui, et pour les autres, je laissais un peu plus passer. Mais c'était ce truc-là parce qu'il faut faire gaffe, du coup, parce qu'après, il y a les répercussions. C'est-à-dire que moi, l'élève en question, elle voulait pas que j'aille voir son copain pour en parler ou quoi que ce soit, et j'ai respecté ça, du coup, bien évidemment. Mais parce que je pense que ça aurait pu avoir des répercussions, c'est-à-dire que les 2 semaines de vacances en question, là ils étaient plus à l'école et tout, elle aurait pu dire t'en parles au surveillant, comme ça. Et ça peut être des situations où du coup il y a une escalade de la violence après, et voilà, avec des trucs très regrettables et tout. Donc se concentrer sur la victime, se concentrer, comme tu dis, sur et si elle n'est pas à l'écoute sur ses passions et tout. Moi, parce que tu disais tout à l'heure, moi c'était vraiment l'élève en question, c'était le dessin. C'est-à-dire qu'elle m'avait parlé quand on parlait, du coup, comme elle était en terminale, on parlait aussi de ce qu'elle voulait faire après. Et elle parlait de dessin et tout, et je fais, mais tu continues un peu le dessin? Elle fait, ouais, non, là, ça fait quelques mois. Bizarre, la relation, ça faisait quelques mois aussi. Et elle avait complètement quitté le dessin, et du coup, je lui donnais un peu comme mission, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, de produire un dessin, même si c'est juste un bonhomme avec 3 traits et une tête en rond. Je dis, reprends, et ça a mis du temps après la relation pour qu'elle reprenne. Et maintenant, comme je l'ai su sur Insta, je vois dans ses stories des dessins qui sont magnifiques et tout. Et je lui dis, je suis trop content que la fin d'une relation ait pu déclencher tout ça. Et ouais, et pareil, tu disais, elle lisait plus, elle regardait plus de séries et tout comme ça. Et je lui ai dit, essaye peu à peu. Ça peut être épisode par épisode ou même moitié d'épisode par moitié d'épisode. Fais ce que tu veux, le rythme que tu veux. Mais en fait, j'inversais tout ce que lui faisait, c'est-à-dire qu'il y a plein de cases à cocher dans une relation malsaine, et notamment, par exemple, isolé de ses amis. Ils avaient les mêmes amis, et elle avait moins le droit de les voir, et puis surtout quand elle a commencé à dénoncer un peu, ah non, c'est lui, je le connais, il peut pas faire ça, enfin voilà, truc un peu classique. Et du coup, je disais, bah, t'as une pote qui est pas en commun avec lui, voilà, pendant une journée. Et en fait, tout ce que lui faisait pour qu'elle se sente mal, je lui disais, toi, contre ça en faisant l'inverse. Je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va demander beaucoup d'efforts, mais fais-le à ton rythme, mais fais-le. Et tu verras que comme elle n'était pas prête à officiellement mettre fin à la relation, je disais, fais une rupture un peu officieuse, c'est-à-dire que tu es encore avec lui officiellement, voilà, vous êtes en couple, mais au fur et à mesure, sens-toi moins en couple avec lui, c'est-à-dire vois d'autres gens, voilà, comme ça, et puis à un moment, quand tu auras fait tous ces trucs-là, tous ces petits efforts-là, ce sera peut-être plus facile de le quitter. Desserrer l'emprise, quoi. Après, c'était compliqué parce qu'ils étaient tout le temps en classe, et en fait, la rupture s'est passée sur la dernière semaine de cours où il était déjà plus là, il venait plus en cours, et c'est aussi parce qu'il se voyait plus, enfin, elle était plus obligée de le voir, c'est-à-dire que dans l'année, si elle le quitte le lundi, le mardi matin, ils sont espagnols ensemble, quoi. Donc il y avait aussi d'autres trucs qui biaisaient un peu la situation, mais c'est inversé en fait, c'est-à-dire que c'est inverser tout ce que peut faire l'auteur de violence, quoi. C'est aussi, ça paraît simple, mais c'est une bonne piste quand on ne sait pas comment aider quelqu'un.
Ouais, puis il y a 2 choses sur lesquelles je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, comme sur ta prononcé un mot qui est hyper important, c'est l'empathie. Et en fait, c'est vraiment important de garder ça en tête par rapport aux victimes, parce que oui, il faut effectivement dénoncer les violences qu'elles subissent et tout, mais c'est hyper crucial de se mettre à leur place et de bien se rappeler que en fait, elles sont dans une relation amoureuse, même si c'est une relation amoureuse hyper malsaine, hyper toxique. En fait, elles sont in love, et c'est hyper difficile quand on est amoureuse de défaire en fait tout l'imaginaire qu'on s'est construit autour de cette personne, de se dire, en plus surtout quand on est ado, que c'est les premières relations et tout, on est vraiment à fond, on se dit que c'est l'amour de notre vie, que voilà, le premier amour c'est la chose la plus importante et la plus belle qui existe. Donc en fait, il faut vraiment aussi garder ça en tête et toujours se mettre à sa place, de se dire ok, cette personne-là c'est son agresseur, mais c'est aussi son mec ou sa meuf. Donc en fait, c'est hyper dur et c'est hyper important de savoir faire ça, et cet exercice qui est vraiment difficile, mais qui permet, je pense aussi en tant qu'ami, de bien savoir comment accompagner. Et puis deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'était sur le côté effectivement ne pas vraiment se concentrer sur la victime et ignorer entre guillemets l'agresseur ou l'agresseuse, parce que ça, ce que tu disais, vraiment ça résonne avec les interventions que je fais, parce qu'à chaque fois que je parle de mon ex, etc., les mecs, c'est fou, hein, c'est toujours les garçons dans la classe, voilà, qui sont vraiment dans ce truc de non mais je comprends pas, mais pourquoi il suffit de lui casser la gueule. Mais oui, c'est ça, ils me disent mais quand ton père l'a appris, il lui a pas cassé la gueule, et t'as pas un frère qui pouvait aller s'en charger et tout, et puis ils sont dans ce truc aussi de me dire non mais moi si j'ai une pote qui vit ça, mais le mec je le fracasse et tout, je m'en fous si je vais en tôle, et ils sont dans ce truc d'hyper violence. Et en fait c'est vraiment important de dire aux personnes qui nous écoutent que c'est la dernière chose que veulent les victimes. C'est-à-dire que quand on est victime, justement, il y a aussi toute une raison pour laquelle on ne parle pas, c'est qu'on a hyper peur de ce qui va arriver à la personne qui nous violente. Parce qu'il faut vraiment sortir de ce truc de se dire les victimes veulent absolument détruire leurs agresseurs. C'est souvent tout l'inverse. Moi, quand j'étais victime, si je me suis aussi tue pendant si longtemps, c'est que j'avais hyper peur de la manière dont les autres allaient réagir par rapport à mon ex. Je me disais, mais ils vont être méchants avec lui, ils vont plus vouloir être potes avec lui, ils vont l'isoler, etc. Et moi, c'était pas mon but, en fait. J'avais pas envie de l'isoler et voilà, et de lui faire du mal. Surtout que j'étais encore amoureuse. Et du coup, il faut vraiment sortir de ça et se dire, c'est vraiment pas la priorité, l'agresseur, faut le laisser dans son coin, vous gérez la victime, focus sur la victime, et surtout pas de réaction comme ça à vouloir aller casser la gueule du mec. C'est vraiment les pires idées, parce que si vous faites ça, c'est de la pire chose que vous pouvez faire à la victime, parce que du coup l'agresseur va savoir qu'elle a parlé, donc ça se trouve il va se venger sur elle, etc. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête, et ça me fait rire parce qu'à chaque fois c'est ces mecs-là qui me disent mais je comprends pas, aucune personne autour de moi m'a jamais dit qu'elle était victime. J'avais logique, parce qu'en fait les personnes savent sans doute que tu vas réagir comme ça, et du coup c'est pour ça qu'elles ne se confient pas à toi. Donc voilà, sortir de ces clichés hyper toxiques et violents, on combat pas la violence par la violence, quoi. Et surtout, tu disais sur l'empathie, je pense qu'il y a aussi ce truc-là, et t'en parlais tout à l'heure, c'est pas que la personne en question. Je pense que quand tu as rencontré ton ex-copain, ou quand moi mon élève a rencontré ce copain, il s'est pas présenté en disant voilà je m'appelle tel nom, je suis violent, je vais être violent avec toi. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une histoire où il n'était pas violent, ou tout comme ça. Tu disais tout à l'heure, il se présente bien devant les parents. Enfin, il y a aussi ça, c'est-à-dire que, comme je disais, la personne, elle est amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là de... je sais pas où on en est chacun dans nos vies, mais moi, en tout cas, je sais que j'ai connu l'amour, et je sais comment ça peut me construire émotionnellement et tout. Et je comprends comment ça peut détruire émotionnellement quelqu'un, vu comment moi ça m'a construit. Et il y a vraiment ce truc-là de pas oublier que vraiment il y a un sentiment fort, pas du tout rationnel. Donc aller essayer de combattre de l'émotionnel par du rationnel, c'est hyper compliqué. Et ouais, donc juste graine par graine, petit à petit, et pas arriver avec les gros sabots en disant voilà, je vais te sauver de ta relation, puis en plus je vais aller péter la gueule de ton copain. Enfin, ça c'est vraiment pire chose à faire. Pire chose à faire. Tuto des pires choses. Mais vraiment, ouais, si t'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Ça. Parce ouais, et à un moment, Malo t'a dit bon truc classique, mais genre ouais, non, mais c'est mon pote, je crois pas qu'il puisse faire ça. On en a pas parlé, mais minimiser potentiellement, et être un peu dans le refus. Et c'est assez, j'allais dire, naturel et humain, si effectivement, en plus, t'es potes avec les deux,
et que tu te rends compte qu'un de tes besties, visiblement, est violent, c'est hyper violent de se rendre compte de ça. Et il y a un truc naturel qui est de se dire non, je peux pas le croire. Ça, retenez cette phrase, je vous en supplie. Soyez à l'écoute, quitte à faire votre petit chemin de votre côté, mais ne minimisez jamais si jamais la victime arrive à poser des mots. Je vous en supplie, dites ok, je te crois. T'as bien fait de m'en parler. C'est pas de ta faute. Voilà. Y a rien qui justifie la violence, jamais. Donc c'est des phrases qu'on entend souvent et voilà, mais c'est important de les redire ici. C'est super important quoi. Et du coup, pas que avec les potes. Moi, du coup, comme je disais tout à l'heure, moi la relation avec l'élève c'était complètement différent. C'est une relation de surveillant élève. Et moi, je sais qu'avec une collègue, on s'était dit si à un moment il y a un élève ou une élève qui veut venir nous parler, on arrête tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir le poste le plus compliqué à gérer de la journée, on trouve quelqu'un pour nous remplacer et on prend 30, 40, 1 heure, 30 ou 40 minutes ou 1 heure s'il faut, pour discuter avec l'élève, parce que ça se trouve, l'élève en question a rassemblé toutes ses forces. Ouais. Et ça, je pense que c'est valable aussi avec les potes, c'est-à-dire que c'est peut-être le matin où il s'est dit ok, je vais vite en parler à ma pote, ou je vais vite en parler à un adulte de mon lycée, un truc comme ça. Et faut prendre le temps, il n'y a rien de plus urgent que quelqu'un qui vient se confier, et ça se trouve, 1 heure après, elle ou il aura plus la force de venir en parler. Donc vraiment, et prendre le temps d'écouter, et comme tu dis, avoir les bons éléments de langage. Je te crois, t'as bien fait de m'en parler, t'es dans une safe place, tout comme ça, c'est pas de ta faute, voilà, tout ça. Et du coup, voilà, que ce soit des amis ou voilà, s'il y a des profs, des surveillants, des trucs comme ça qui m'écoutent, prends le temps de parler, parce que c'est hyper dur de... Prends le temps d'écouter, surtout, j'ai envie de te dire presque tais-toi, s'il faut, vaut mieux se taire, la regarder, moi, comme je t'ai dit, la fois elle m'a parlé, je pense que j'ai dû parler 2 minutes sur les 1 heure où on a parlé, et c'était... et vraiment, c'était juste, je prenais ça et c'est quelqu'un qui avait besoin de parler à ce moment-là. Et j'ai, du coup, moi, en étant surveillant, j'ai eu malheureusement beaucoup de fois où j'ai dû prendre le temps d'écouter pas mal d'affaires de violences sexistes et sexuelles, plus que auxquelles je m'attendais. Et à chaque fois, juste, je parlais pas et j'écoutais, parce que la personne avait rassemblé toutes ses forces ce jour-là pour en parler. Et c'est ce moment-là où il faut écouter, quoi. Vraiment, l'écoute, c'est hyper important. Il y a eu un truc super important aussi dont tu as parlé tout à l'heure, c'est même si officiellement vous êtes encore en couple, de distancer un peu, etc. Et moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand là, c'est plutôt un conseil que je donnerais si on commence à sentir que dans la relation, il y a un petit bémol, pas forcément quelque chose de très grave, mais se dire, ok, je vais pas forcément prendre des distances, mais je vais essayer de prendre du recul. Et parce que quand on est dedans, en fait, on se rend pas compte de plein de choses. Et des fois, juste, on a besoin de recul, on a besoin de temps. Et déjà, premièrement, en parler avec la personne et dire, ouais, écoute, j'ai des doutes sur tel truc, je me sens pas forcément très bien par rapport à tel truc, et voir déjà sa réaction, ça peut être un indice aussi. Et si derrière la personne est en mode ok, bah je te laisse, je sais pas, 1 semaine, on parle plus, on se voit plus, pour que tu prennes le temps dont tu as besoin pour analyser et même juste prendre du temps pour toi, et profiter de ce temps pour vraiment souffler déjà, et regarder un peu en arrière et se dire ok, est-ce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, est-ce qu'il y a des moments où j'étais pas bien, est-ce qu'il y a des choses que si ça pouvait ne pas être, je préférerais, et quand on revient en parler, ou si on se rend compte que c'était trop problématique, bah, maintenir la situation de rien en fait. Ouais, accepter le temps long aussi, je comprends. Et justement, c'est intéressant parce que tu dis les micro-trucs, ou je sais pas quel mot tu as utilisé, mais on a parlé beaucoup de violence, mais typiquement le conflit et la dispute, ça arrive souvent dans un couple, dans une relation même, on pourrait dire. Et si on devait un peu, toujours très difficile à faire encore, c'est de mettre dans des cases, mais ce serait quoi pour vous un conflit qui est sain versus une dispute qui ne l'est plus, quoi? Bah, un conflit sain, c'est quand les 2 personnes ont autant la parole, quand chacun légitime autant la parole de l'un ou de l'autre, quand c'est pour faire avancer quelque chose, quand il y a un résultat, quand il y a un résultat positif pour le coup. Et si c'est pas un conflit sain, bah souvent c'est déséquilibré, c'est qu'il y en a un qui donne tous les reproches et l'autre qui prend ça dans la tête. Donc voilà, c'est en gros un conflit sain, c'est un conflit où 2 personnes ont 50-50 pour régler, et puis voilà. Et des fois il y aura une solution, des fois non.
tout n'est pas un résultat positif. Mais ouais, sinon, l'autre, c'est de la domination, de l'emprise, et c'est pas ça. Mais c'est hyper compliqué quand on est sous emprise. Et c'est pour ça que quand tu disais prendre le temps, une semaine, c'est hyper bien si ça peut exister dans la relation, mais il y a plein de relations du coup violentes où c'est pas possible de mettre ça en place. Oui, et sous emprise, c'est hyper compliqué de prendre ce temps-là, de voir qu'un conflit n'est pas un conflit. En fait, c'est de l'emprise, c'est de la violence. Parce que un conflit dans une relation violente, ça devient souvent de la violence psychologique plutôt qu'un conflit. Donc, bien sûr. C'est pour ça que la frontière n'est pas toujours facile. La frontière est déjà hyper compliquée en temps normal, encore plus dans une relation violente, je pense. Bah non, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il y a des trucs où toi t'arrives à délimiter ce qui est le conflit sain, entre guillemets, et la dispute qui... Je pense que le conflit sain, c'est quand on arrive à déceler qu'il y a un problème, mais de pouvoir s'expliquer sans surler dessus, sans s'insulter aussi, je trouve que c'est hyper important. Moi, il y a beaucoup de conflits où on a commencé à m'insulter, à me rabaisser vraiment dans tous les sens du terme. Et je me suis dit, là, je pense qu'on est en dehors d'un simple conflit. Je pense que là, c'est de la violence. Et si j'y arrive, je pars. Si je vois que je n'y arrive pas, en fait, à faire comprendre à la personne qu'elle est violente et qu'elle fait du mal. Voilà, je pense vraiment que c'est important de savoir aussi écouter l'autre, de carrément pouvoir débattre avec. Et je pense si ça commence à vouloir lever la main, s'insulter et tout, c'est que là on n'est plus dans le conflit, c'est vraiment que de la violence et le sujet initial ne sera pas pour autant réglé et je pense que ça va amener encore plus de choses négatives et ça va juste pas du tout arranger les choses quoi. En tant que professionnel des conflits, je l'ai dit au début. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure. J'arrive bien maintenant à faire la différence entre quand un conflit est sain et quand même une embrouille peut être saine et quand ça l'est pas du tout. Et en fait, le mot d'ordre principal, ça va encore être l'empathie, ça va être la compréhension, c'est pourquoi il y a un souci, c'est quoi la vision de l'autre, pourquoi on n'est pas d'accord et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à la fin, ce soit le mieux possible pour tout le monde. Et de là, si les deux camps partent avec ces idées principales en tête, ça peut s'embrouiller pendant 2 heures sans souci. Enfin, pour moi, ça peut s'embrouiller pendant 2 heures sans souci. Si on a conscience de pourquoi l'autre est comme ça, de ce à quoi pense l'autre, et surtout si on est quand même sain et qu'on on fait rien qui peut affecter l'autre. S'il y a juste une divergence des idées ou de quoi que ce soit, ça va. Faut se mettre à la place de l'autre en fait. Ouais. C'est hyper intéressant parce que je pense que vous avez tout dit, c'est-à-dire que dans une dispute saine, c'est ce que tu dis, il faut pouvoir exprimer librement tes émotions, écouter les émotions de l'autre et qu'il y ait un espace justement d'échange un peu 50-50 comme tu disais. Alors parfois ça va être 25-75, l'essentiel c'est que chacun puisse librement donner son point de vue, donner ses émotions, que le but on sente ça soit d'aller vers une résolution du conflit et pas juste voilà. Et puis une dispute qui n'est pas saine, tu l'as très bien exprimé, mais non, il va y avoir un sentiment, t'as parlé d'humiliation, t'as parlé d'insultes, voilà, on se sent vraiment rabaissé en fait dans le conflit et c'est ça qui est compliqué. Et je trouve que c'est bien, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les potes, de se poser des questions en fait quand tu sors d'un conflit comme ça. Comment je me sens en fait ? Comment je me sens après ce conflit ? Est-ce que je me suis sentie écoutée ? Est-ce qu'on a réussi à avancer ? Exactement, est-ce qu'on a réussi à avancer ? Est-ce que j'ai réussi à exprimer ce que j'avais envie d'exprimer ? Et ça veut pas dire qu'on a toujours trouvé des solutions immédiatement, tu vois, mais de se dire comment je me sens après ça, et si la réponse c'est rabaisser, humilier, j'ai l'impression de rien avoir pu dire, c'est qu'a priori on n'était pas dans une dispute qui est saine, quoi. Donc tout ça, c'est effectivement des outils, parce que ça, pour le coup de la dispute, je pense qu'on a tous et toutes vécu, sans pour autant être dans des relations violentes, mais c'est les premières étapes, c'est-à-dire que s'il va y avoir une première dispute qui va être comme ça, on va se dire, bon, ça arrive, c'est ok, comme on banalise ça. Surtout jeune. Surtout jeune, et surtout avec l'image de la passion qu'on a, c'est-à-dire que plus on s'aime, plus on se détruit. Plus on se détruit, ce qui est bien chez la passion. C'est la passion. Le côté passionnel. Et donc du coup, on va avoir tendance à banaliser ces disputes, et puis c'est intéressant de voir la fréquence aussi, s'il y en a une de temps en temps, ou s'il y en a plus ça va, plus la fréquence est régulière. Et voilà, et donc c'est de la violence psychologique qui peut potentiellement se transformer en violence physique. Donc c'est tous ces petits signes, je pense qu'on pourrait en parler longtemps parce que c'est complexe.
parce que chaque personne est différente et chaque personne n'a pas toujours forcément la même façon de réagir. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'est donné quelques éléments de compréhension et d'écoute. Je crois que l'empathie, on a dit le mot, et même si ça semble un peu bisounours, mais mettre de l'empathie et de l'amour dans la façon qu'on a d'accompagner les gens qui vivent ces étapes-là de vie, et de la façon de les vivre nous, si jamais vous nous écoutez et que vous êtes dans une relation compliquée, pour ne pas dire d'autres mots pour le moment. Et ben, écoutez-vous, prenez soin de vous, prenez le temps qu'il faut pour vous sortir, et parce que oui, on s'en sort. Capucine, t'es là. Et oui. Tu es une bonne témoin pour ça. C'est bien Malo, mieux après. Ouais, c'est bien mieux après. Malo, tu disais aussi que l'élève dont tu parlais, ça c'est bien fini. Aujourd'hui, elle a repris le dessin. C'est marrant que vous utilisiez tous deux en plus la métaphore du dessin. C'était le hasard, mais comme quoi. C'est symbolique. Donc voilà, on va devoir clore cette discussion. Mais merci beaucoup d'avoir été là pour l'aborder et en discuter ensemble. J'ai une petite question rituelle quand même avant de clore l'épisode. C'est de partager un titre de chanson qui parle d'amour, qui peut parler de désir, de sexualité, de rupture, parce qu'effectivement ça peut être aussi le sujet là de notre épisode. Voilà, et qui vous a touché à un moment et qui peut faire du bien pour qu'elle puisse rejoindre la playlist de La Chose Étrange sur Spotify et Deezer. Ça doit être il y a un thème des musiques un peu dansantes, des musiques tristes. Non, ce qui te parle, ce qui te touche toi. Okay. Si tu as envie de nous faire chialer, tu peux nous faire chialer. Si tu as envie de nous faire danser, tu peux nous faire danser. Elle est très éclectique, cette playlist. Oui, elle n'a aucun sens, du coup. Et dis donc, tu es en train de critiquer ma playlist. Moi, je partagerai une musique. Alors, c'est pas très joyeux pour le coup, mais moi, je me suis bien retrouvée. Ça s'appelle Le Malamour de Barbara Pravi. Et c'est une musique qui parle des violences conjugales, mais qui est, je trouve, très bien écrite et très belle à écouter, parce que justement, rien que le titre Malamour, ça montre bien que en fait, ce qu'on pense être de l'amour, ça n'en est pas. Donc c'est pas une chanson très joyeuse, mais moi j'ai aimé l'écouter en sortant aussi de cette rupture, de cette relation, parce que ça me permettait de me rappeler que ce que j'avais vécu, je pensais que ça a été de l'amour, mais ça n'en était pas. Ouais. Donc voilà, c'est une très belle musique, très bien écrite. J'allais dire, tu vois, le point commun de toutes ces chansons, c'est l'émotion. Voilà, c'est ça le sens. D'accord. C'est vrai que Barbara Pravi, elle en transmet de l'émotion, généralement. Moi, je suis pas arrivé à choisir, donc j'en ai deux. Je les fais rapidement. Il y en a une qui s'appelle Je t'aimerais de Serge Reggiani, qui est une vieille chanson, et qui me touche parce que ça fait écho à une fois où mon père avait chanté ça à ma mère pour son anniversaire, et c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu de ma vie. Et une autre, un peu plus dansante, mais qui est plus connue, sur plutôt désir, amour et tout, c'est Ancré à ton port de Fanny J, qui est une musique de Zouk, de Zouk Love, qui est un classique du Zouk. Donc voilà. Comme ça, j'avoue, si on passe de Barbara Pravi au Zouk, c'est un peu... tout. Mais c'est ok. Je donne deux pistes, quoi. Merci beaucoup. Moi j'en avais plein en tête et je me suis dit il faut que je recentre. Alors c'est quoi le thème de l'émission? Les violences, ok. Et en fait il y en a une qui sort direct, c'est 1996 de Pomme. C'est une chanson où la chanteuse du coup se met vraiment dans la peau d'une femme qui vit des violences dans son couple, et qui décrit ça elle de manière presque anodine, genre ouais c'est mon quotidien, je vis ça, mais et elle parle directement à son agresseur. Elle dit ouais mais je te comprends, je sais que tu me détestes pas vraiment, etc. Et en fait la chanson elle est pas, le ton est pas triste, mais elle fait mal au cœur de violence en fait dans ce que ça décrit. Et la chanson est sublime. Moi c'est une de mes chansons préférées, donc je dirais ça, 1996. Merci beaucoup Pacom. Alors, moi, je dirais Cœur en miettes de Damso et de Laoussen de Yakuza, que je trouve exceptionnel, que j'aime beaucoup écouter, même si je suis dans un bon mood, je sais pas, j'aime trop l'ambiance de cette musique. Et elle traite de la rupture amoureuse et aussi de la tristesse assez profonde. Merci beaucoup. Eh ben hop, ça part, ça rejoint la playlist. Merci encore une fois d'avoir été là avec moi aujourd'hui. C'était un très bon moment passé ensemble, même si on a abordé des sujets compliqués. Mais je crois qu'on l'a tous dit et répété. Le but, c'est d'en parler, pour faire en sorte qu'il y ait des espaces de discussion possibles sur ces sujets-là, et à terme que cela n'existe plus, j'espère. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Comment vous vous sentez après cet épisode ? Moi, ça fait du bien. Je sens que j'ai appris des choses aussi grâce à Capucine. C'est vrai que parfois, on pense pas toujours à certains trucs, notamment les violences médicamenteuses. Bon, on parlait aussi du zèle pédico et tout, mais c'est vrai que souvent, on pense aux violences conjugales en mode frapper, insulter et tout, mais il y a tout un tas de violences, même les violences économiques. Ouais, ça, on ne pense jamais, ouais. C'est un bon rappel, je trouve.